Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Le triomphe des égoïsmes, En finir avec le chacun pour soi, de Camille Penny, sociologue et professeur à l'Université de Versailles, aux éditions des Presses universitaires de France 2026. Alors un ouvrage qui met en exergue la montée des égoïsmes, notamment au sein des classes moyennes supérieures et favorisées, qui dans une logique néolibérale et de droitisation, participent à la fragilisation de la cohésion sociale par des dynamiques que l'on connaît, d'individualisation, de responsabilité individuelle, de concurrence ou encore de méritocratie. Alors documentée, pédagogique, elle écrit tend à expliquer les conditions dans lesquelles se déploie cet égoïsme. L'auteur emprunte d'ailleurs le terme d'égoïsme en dehors de tout jugement moral ici. On est bien sur une analyse sociologique qui cherche plutôt à comprendre comment et pourquoi certaines catégories conscientes des inégalités participent pourtant à leur renforcement au détriment des classes populaires. Alors cela ne signifie pas que la solidarité a disparu. Camille Penny rappelle au contraire les multiples mouvements de solidarité qui traversent toujours dans la société et son analyse se situe ailleurs, au niveau des groupes sociaux, des stratégies qu'ils mettent en œuvre et des relations qu'ils entretiennent entre eux. Alors tout cela est d'ailleurs très bien précisé dès l'introduction. Alors l'égoïsme théorisé ici est le produit d'un fonctionnement social qui contraint l'individu à un attachement excessif à soi-même qui fait que l'on subordonne l'intérêt d'autrui à son propre intérêt, pour reprendre la définition proposée par Sieyès en 1789 dans son tiers état et précisée dans l'ouvrage. Alors on parle ici de lutte des places et des ressources et de polarisation sociale des destins et des trajectoires d'un individualisme par excès des classes favorisées et par défaut des classes populaires. Dans ce contexte, quid de l'espace social, de la mobilité sociale, de la lutte pour les places, quid de l'égalité des chances, notamment à l'école, et de la compétition sociale. En effet, l'école n'est en effet pas exempte de cette compétition. Camille Penny écrit que, je cite, du point de vue de l'égalité des chances, il convient de décrire une translation des inégalités plutôt qu'un déclin significatif du désavantage des familles populaires. Et il rappelle également l'importance de la fonction publique comme voie de mobilité sociale pour les enfants des classes populaires, un résultat solidement établi par la sociologie. En effet, les classes populaires ont dû se convertir aux règles de la compétition scolaire pour se donner une chance de maîtriser l'avenir de leurs enfants, mais les retards persistent toujours, nourrissant frustration et ressentiment. Et en réponse, les classes moyennes et supérieures ont redoublé d'efforts et de stratégies pour maintenir leurs avantages. D'où le fait de penser l'égoïsme plutôt comme une contrainte sociale, sans qu'il soit toujours subi d'ailleurs. En effet, les attitudes et les pratiques auxquelles il conduit peuvent aussi être soutenues par une adhésion accrue à la concurrence comme principal mode de régulation sociale. Le virage à droite des classes moyennes supérieures s'inscrit également dans le débat sur la droitisation de la société française, d'où le rappel d'un enjeu important, produire des travaux portant sur les groupes favorisés, et pas uniquement sur les classes les plus dominantes, mais aussi sur les classes moyennes supérieures productrices de changement social. On comprend ainsi pourquoi le monde du travail occupe une place importante dans l'ouvrage. Les transformations à l'œuvre sont aussi une conséquence des modes d'organisation et de management promus par le projet d'une mise en concurrence généralisée. En effet, l'individualisation des relations de travail et la fragilisation des collectifs qui s'ensuit bouleversent également les emplois moins qualifiés à l'ensemble du salariat subalterne. L'étude d'ailleurs consacrée aux femmes de ménage en constitue une illustration particulièrement concrète, à l'image vraiment d'une étude de cas. On va parler des conditions de travail pénibles, des emplois dégradés, du travail chez les particuliers, de l'éloignement de l'entreprise et des autres salariés, et d'un isolement et d'une difficulté à constituer un collectif de travail ou une action syndicale. Et on peut ajouter l'allongement des chaînes de sous-traitance ou encore l'ubérisation d'une partie de l'activité économique. Avec ce risque que, je cite, le piège se referme alors sur les travailleuses et les travailleurs atomisés, contraints de devenir auto-entrepreneurs de leur propre précarité. Alors dans ces lignes de conclusion, enfin, Camille Penny précise que l'horizon de la dignité n'est pas qu'une facilité rhétorique. En effet, l'éthique de la dignité touche à des dimensions très concrètes de la vie quotidienne. On a quelques exemples. Vivre dignement, c'est être correctement payé pour un travail qui a du sens. Ne pas avoir à subir des contrôles d'identité plusieurs fois par jour lorsqu'on habite dans tel ou tel quartier. C'est aussi pouvoir vivre sa sexualité comme on l'entend, ou encore ne pas subir les conséquences de la domination masculine.
Alors pour terminer, hein, l'auteur en appelle politiquement à une profonde transformation du système économique pour un horizon souhaitable et une vie en société possible. Voilà, je vous invite en tout cas à découvrir cet ouvrage. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.